tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Isabelle Pires et je suis responsable marketing pour Saint-Gobain Glace Bâtiment France pour les marchés de la cloison et de la façade. Et depuis un an environ, j'ai pris la responsabilité du marketing environnemental. Et à ce titre, j'ai notamment été impliquée dans la création des FDES vitrages que vous pouvez trouver sur la base Ignès et également sur le projet de recyclage des vitrages en fin de vie en boucle fermée. Alors aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de vous faire un retour d'expérience sur un projet qui a été mené l'année dernière, en 2021, et qui a été un exemple tout à fait réussi, un exemple de projet tel qu'on pourrait les mener, et qui amènera de la valeur à la fois pour le vitrage, mais également pour la filière qui utilise les vitrages. Quand on va parler de recyclage des vitrages en boucle fermée, je vais commencer par vous présenter le contexte général et les enjeux qui sont à prendre en compte. Quand on va parler de recyclage, on ne peut pas omettre que nous avons une réglementation qui va être mise en place qui s'appelle la REP, PMCB, la REP pour responsabilité élargie du producteur et PMCB pour les produits et matériaux de la construction pour le bâtiment. Le principe des REP, c'est de prévoir en fait la gestion des déchets et leur traitement par les metteurs en marché qui mettent en place en fait les matériaux sur le marché. La REP telle qu'elle est prévue, en fait, prévoit de traiter les déchets selon une hiérarchisation. Et cette hiérarchisation, elle prévoit notamment différents niveaux qui sont, disons, par ordre de grandeur, de bons résultats environnementaux, on va dire. Donc en général, on va plutôt favoriser le réemploi ou la réutilisation et en troisième niveau, le recyclage. Et puis ensuite, encore plus loin, on pourrait parler de valorisation énergétique ou d'enfouissement. L'enfouissement étant vraiment la dernière des possibilités. Quand on parle du vitrage, il faut savoir que les deux premières possibilités, réemploi et réutilisation, posent des difficultés techniques, puisque quand on travaille dans les vitrages, on est en général en sur-mesure. Donc réutiliser des produits en sur-mesure d'un chantier sur un autre chantier, c'est souvent très compliqué. Et puis il faut savoir également, quand vous avez des vitrages qui ont déjà été mis en œuvre, se pose aussi la difficulté de la garantie et de la garantie des performances. Quand un vitrage a vécu, notamment les vitrages isolants par exemple, ont des performances qui sont garanties sur 10 ans, qui vont être prolongées jusqu'à 30 ans, c'est la durée de vie standard des vitrages isolants en général. Évidemment, si vous les démontez au bout de 15 ans, personne aujourd'hui n'est en mesure de garantir que le produit, du fait du démontage, ne va pas subir des dégradations et que ses performances seront également garanties. Alors je vous dis ça parce qu'effectivement, il serait probablement beaucoup plus vertueux de pouvoir réutiliser et réemployer les vitrages, mais que les filières qui nous paraissent les plus raisonnables par rapport à notre industrie seraient de faire du recyclage. Et je vais essentiellement baser ma présentation sur le recyclage. Donc cette filière qui est en cours de mise en place, avec une deadline qui est prévue au 1er janvier 2023 au plus tard, ce qui veut dire que c'est demain. Hein, on s'y prépare déjà dans la filière. Hein, et c'est un sujet très important pour nous. Alors les enjeux pour le verre plat, l'ADEME a fait un rapport en mars 2021, ce qu'on a le rapport de préfiguration hein, pour la REP. Et elle a estimé à ce moment-là que la quantité de vitrage qui devrait être recyclée dans le cadre de cette mise en place de cette REP serait de l'ordre de 200 000 tonnes. Alors 200 000 tonnes, ça peut paraître beaucoup, mais pour vous donner un ordre d'idée, la REP PMCB qui doit être mise en place va concerner 46 millions de tonnes de matériaux. Donc en comparaison, le vitrage est une toute petite quantité. Mais c'est une petite quantité qui compte énormément et qui, vous allez voir, a un rôle très important à jouer pour la décarbonation notamment de la fabrication. Aujourd'hui, alors les chiffres ont été revus, là c'est des chiffres 2019, on sait qu'à environ 6 000 tonnes, sur ces 200 000 tonnes, environ 6 000 tonnes ont pu être recyclées. Et en général, les industriels du recyclage vont recycler ce verre plutôt en boucle ouverte. C'est-à-dire qu'en général, si vous voulez, pour faire vous pouvez en fait utiliser le vitrage en fin de vie
pour en fait l'utiliser comme ressource pour des filières qui nécessitent moins de qualité. Et c'est typiquement le cas de la bouteille ou de la laine de verre. Donc ces 6 000 tonnes aujourd'hui, quand on parle de recyclage, c'est essentiellement ce qu'on appelle de la boucle ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dégrader la qualité intrinsèque du produit initial. En fait, jusqu'à maintenant, la qualité des collectes n'était pas suffisante pour que le verre qui était collecté puisse être réenfourné dans les fours qui permettaient de refabriquer du verre plat et en fait de faire de la vraie boucle fermée. Alors, c'était notamment lié à différentes problématiques que justement il a fallu régler pour pouvoir permettre cette boucle fermée. Et vous comprenez que la boucle fermée, c'est la seule manière de pouvoir faire de la vraie économie circulaire et de permettre en fait d'économiser notamment les ressources naturelles. Et on va en parler. Alors justement, l'intérêt du verre plat, l'intérêt du calcin pour le verre plat. Mais il y a 2 enjeux principaux. Le premier, si vous faites de la vraie économie circulaire, donc de la vraie boucle fermée, et que vous évitez en fait d'utiliser le calcin issu des vitrages en fin de vie en bouteille ou en laine de verre, mais que vous faites vraiment à nouveau du verre plat, eh bien vous allez préserver les ressources naturelles. Et ça va éviter d'exploiter notamment des carrières. Il faut savoir que pour fabriquer 1 tonne de verre, vous allez avoir besoin d'extraire 1,2 tonnes de matière initiale. Donc c'est quand même très important. Et dans ces 1,2 tonnes, vous aurez 850 kg de sable. Donc le premier enjeu de cette économie circulaire, c'est justement de préserver les ressources naturelles. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu beaucoup plus global, puisque l'utilisation du calcin permet de décarboner la fabrication du verre plat. L'utilisation d'1 tonne de calcin dans nos fours flottes permet d'éviter les émissions de 300 kg de CO2 dans l'atmosphère. Et on parle des émissions directes, c'est-à-dire les émissions en fait, de CO2 qui sortent directement de la cheminée. On ne compte pas dans ces 300 kg les économies notamment liées au fait qu'on n'a pas extrait les matières premières, par exemple. D'où vient cette économie et cette limitation du CO2? C'est parce que les matières initiales dans le four flotte vont réagir entre elles et la réaction se passe avec le dégagement d'une molécule de CO2. C'est ce qu'on appelle de la décarbonatation. L'avantage du verre plat, quand il est utilisé comme matière première sous forme de calcin dans le flotte, c'est que cette réaction de décarbonatation a déjà eu lieu. Ce qui veut dire qu'on va utiliser de la matière première qui est déjà décarbonée et qui permet ainsi de fabriquer à nouveau du verre plat sans avoir besoin de réémettre le CO2. Ces 300 kg de CO2 économisés, ça représente 60% d'émissions en moins dans la fabrication du verre. Donc c'est très important. Alors maintenant, si on parle des sources de calcin. Alors il y a des sources de calcin évidentes quand on est un verrier, en fait. Dans la fabrication du verre, on a du calcin qu'on fabrique, qu'on génère du fait de la fabrication de notre verre. Par exemple, dans nos fours flottes, quand vous changez d'épaisseur, vous passez d'une épaisseur de 4 mm à 6 mm par exemple, la transition entre le 4 et le 6 mm ne pourra pas être utilisée puisqu'elle n'est pas conforme à notre cahier des charges. Ce verre n'est pas perdu, il est récupéré, cassé et réenfourné puisque cette matière est déjà décarbonée. Donc c'est ce qu'on appelle du close loop et qui permet en fait de réutiliser en fait, nos déchets de production. Évidemment, cette quantité de matière a nécessité de l'énergie et a émis du CO2. Donc cette matière-là ne va pas avoir un impact positif sur nos émissions de CO2. Et d'ailleurs, un four flotte n'a pas vocation à fabriquer du calcin, évidemment. Mais je vous la précise quand même pour vous dire qu'aujourd'hui, on récupère 100% en fait, de nos chutes de production en usine. La deuxième source de calcin qui est très fortement utilisée, c'est dans l'industrie du verre, nous fabriquons des plateaux de dimension finie de 6 mètres par 3 mètres 21. Et ensuite, ces plateaux vont être redécoupés dans des ateliers de transformation et vous allez avoir ce qu'on appelle un rendement de découpe. Il y a toujours des chutes de production. Ces chutes de production sont propres et sont assez faciles à récupérer. Et de la même manière qu'on récupère nos chutes de production dans nos usines, on va récupérer dans les ateliers de transformation ces chutes de coupe. Et ces chutes de coupe, elles sont bien considérées comme étant un déchet de fabrication. Et du coup, elles sont vraiment considérées comme étant un impact positif sur nos émissions de CO2. Et elles vont jouer
un rôle dans la diminution de nos émissions de CO2. Alors ça, c'est déjà exploité, hein, le retour est déjà bien organisé, et on peut considérer aujourd'hui qu'on va récupérer, par rapport à nos clients, près de 80% des chutes de courbe dans les ateliers de transformation. Évidemment, l'objectif est d'arriver à 100%, mais on n'est pas loin de l'objectif. Ensuite, le vitrage, quand il a été transformé, il a été monté en vitrage isolant. Le vitrage isolant va être monté dans des façades, dans des châssis, des fenêtres. Et bien sûr, il va être installé, le bâtiment va vivre sa vie, en général une cinquantaine d'années, voire davantage. Et ensuite, bien sûr, il va y avoir une phase de déconstruction. Et c'est dans la phase de déconstruction qu'on voit qu'il y a tout un gisement, ce fameux gisement de 200 000 tonnes qui a été évalué par l'ADEME dans le cadre de la REP, qui aujourd'hui n'est pas du tout exploité. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que plus de 95% de ce gisement part en enfouissement, c'est-à-dire la pire des solutions, c'est-à-dire en fait la solution qui ne valorise absolument pas le matériau et la ressource. Et comme je vous le disais en préambule, à peine 3% du vitrage aujourd'hui est recyclé, et il est recyclé en boucle ouverte. Et on voit que cette flèche en pointillé qui est dans le slide, justement, c'est cette flèche qui reste à construire et qui devrait permettre de réalimenter les fours flottes et de décarboner la production du verre. Alors, pour faire ça, la première chose, comme dans l'industrie de manière générale, il faut démontrer que c'est faisable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut convaincre les acteurs que ce réenfournement n'est pas une illusion, n'est pas une utopie. Et c'est ce qu'on a fait. Depuis 3 ans, on travaille à récupérer, en travaillant à chaque étape de fabrication de ce calcin, pour pouvoir démontrer la faisabilité de cette boucle fermée. Et donc ici, vous avez un graphe qui montre en fait les tonnes de calcin issus de vitrage en fin de vie qui ont été réceptionnés dans nos fours flottes, et ceux qui ont été réintroduits dans nos fours flottes sans poser de problème majeur de qualité. Alors ce qui est remarquable, ce n'est pas les quantités, parce que les quantités restent encore extrêmement modestes. Ce qui est remarquable, c'est la croissance à laquelle nous sommes arrivés. C'est-à-dire qu'en 3 ans de temps, nous sommes arrivés de quasiment 0 réintroduits à près de 1350 tonnes réintroduits dans nos fours flottes. Ça reste encore une goutte d'eau. Pour vous donner un ordre d'idée, Saint-Gobain fabrique chaque année près de 400 000 tonnes de verre annuellement. Donc ça reste encore une goutte d'eau. Mais l'important dans ce graphe, c'est de voir que c'est possible et que nous avons démontré que, moyennant quelques précautions, on était en mesure de réenfourner du calcin issu des vitrages en fin de vie. Le budget pour 2022, c'est de multiplier encore cette quantité, et notre objectif est de passer à 6 000 tonnes cette année. Alors, le point clé pour les utilisateurs, c'est que le verre est recyclable à l'infini, sans dégrader ses performances. C'est-à-dire que la réintroduction de calcin issu des vitrages en fin de vie ne va pas modifier ni les performances mécaniques, ni la qualité optique, ni les gammes de produits que nous allons fabriquer et proposer à nos clients. C'est-à-dire que pour nos clients, qu'ils soient transformateurs ou pour les intégrateurs, façadiers ou menuisiers, ça ne va rien changer ni au dimensionnement des vitrages, ni à leur installation, ni à leur mise en œuvre. Donc ça, c'est très important. Le verre est un matériau minéral qui n'est pas dégradé par les cycles de recyclage. Et évidemment, la boucle vertueuse, je dirais, que nous souhaitons développer, c'est que d'un côté, entre un bâtiment réhabilité et un bâtiment neuf et réhabilité, c'est que les matériaux servent effectivement de ressources pour la refabrication de verre plat via une bonne récupération et un bon traitement des vitrages en fin de vie, et que cette fabrication permette l'offre commerciale d'un verre bas carbone qui permet de décarboner la filière complète. Et cette décarbonation passe effectivement par la mise à jour de nos fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui sont la preuve de notre engagement en termes d'émissions de CO2. Alors maintenant, concrètement, je vous propose maintenant de passer dans le détail ce fameux exemple d'un projet qui a été mené l'année dernière. Donc en fait, tout est parti en fait, d'un maître d'ouvrage qui a racheté un immeuble Trappé dans le 13e arrondissement à Paris, en début d'année 2021,
et il a eu la volonté en fait, de réhabiliter complètement le bâtiment. Donc en fait, dans ce type d'opération, plusieurs acteurs vont être impliqués. Le premier acteur qui va être impliqué, c'est celui qui va déposer les menuiseries. Ça peut être un cureur ou ça peut être une entreprise de dépose. Ensuite, ces menuiseries vont être collectées et vont être traitées. Ce traitement va se faire par des entreprises qui sont spécialisées dans ce type de secteur. Puis évidemment, si le soin a été apporté sur les phases en amont, le produit, le calcin fabriqué à partir des vitrages en fin de vie pourra être réintroduit dans les fours-flottes des producteurs. Et bien sûr, ensuite, le verre plat pourra remonter au transformateur et ainsi de suite. Et donc la boucle est bouclée et on fait de la vraie économie circulaire. Alors les points clés pour réussir cette opération, comme je vous le disais, il y a quand même du soin à apporter, puisque le verre plat nécessite une qualité optique, notamment, ne supporte pas certaines pollutions, notamment des pollutions métalliques ou des pollutions minérales. Donc il y a quand même du soin à apporter. Et le point clé, dans la phase de dépose, pour le cureur ou pour l'entreprise de dépose, c'est de maintenir l'intégrité des menuiseries et de maintenir l'intégrité du verre. Le fait de maintenir l'intégrité du verre permet de garantir que le produit, lorsqu'il sera démantelé, permettra d'obtenir du calcin qui sera suffisamment propre pour être ensuite réintroduit dans le four-flotte. Donc la première étape, c'est l'intégrité des verres. Ensuite, il faut prendre du soin dans le stockage des menuiseries sur les chantiers, notamment prévoir des agrès ou des pupitres adaptés pour que les menuiseries restent bien verticales et que le verre ne soit pas cassé. Au moment de la collecte et au moment du transport, mais ça c'est quelque chose que tous les faiseurs de vitrage connaissent, on sait qu'il faut bloquer les vitrages, les transporter correctement. C'est du savoir-faire que les entreprises de dépose et de pose connaissent déjà. Ensuite, au niveau du transport, vous arrivez ensuite sur le site de démantèlement. Et au niveau du démantèlement, il y a un soin à apporter pour éviter que le produit soit pollué, notamment par les châssis. Et alors en général, sur les châssis en alu, ça ne pose aucun problème, en aluminium. Sur le PVC, c'est en général recyclé, c'est relativement simple. C'est souvent sur le bois qu'il peut y avoir des difficultés. Et là, il y a un soin particulier à apporter pour éviter des pollutions de bois à l'intérieur du calcin qui est récupéré. Le vitrage est cassé en respectant des consignes. On a aujourd'hui développé une machine qui permet de mécaniser le démantèlement, de mécaniser cette opération. Qui permet notamment d'augmenter fortement la productivité par rapport à un démantèlement manuel. Donc ça c'est très important parce que la mécanisation c'est ce qui va être majeur par rapport à l'enjeu des 200 000 tonnes à recycler. C'est très important de l'avoir en tête. Donc à partir de là vous récupérez des big bags dans lesquels vous avez du calcin, du verre cassé. Et ce verre, quand il est bien correctement fait, il peut revenir au niveau de nos fours-flottes et être réenfourné pour en fait décarboner la production du verre plat. Et pour revenir donc à ce chantier, je vous ai sorti la fiche d'identité de ce chantier. C'est les bureaux Trappé dans le 13e à Paris. Donc c'était une opération de réhabilitation complète qui passait notamment par le curage des étages et le remplacement complet de la façade. Donc c'est rue des Rentiers à Paris. Donc c'est l'entreprise Goyer qui a fait la dépose des vitrages. L'entreprise qui a fait la collecte et le démantèlement est la société Ares, qui est une société qui a été qualifiée par Saint-Gobain. Donc là c'est aussi très important pour faire monter en compétence en fait, les démanteleurs collecteurs. Saint-Gobain s'est engagé dans des opérations de formation et de montée en compétence pour que justement ils soient à même de respecter le cahier des charges pour ensuite fabriquer du calcin propre pour le flotte. Donc c'est une opération qui a engagé quasiment 1000 éléments vitrés. Elle a démarré en septembre 2021 et elle s'est terminée en fin d'année. Et on a pu récolter 57 tonnes de verre qui ont permis d'éviter 17 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors ça reste encore modeste, mais c'est une opération parmi d'autres. Et aujourd'hui, on a pas mal de demandes. On voit que le marché est très intéressé dans ce type d'opération. Et on est convaincu que c'est l'avenir en fait, du traitement des vitrages. Voilà, je vous remercie. Alors si vous avez des questions. Oh, j'ai été rapide. Oui. D'accord, merci. Bonjour, je travaille pour Technoform. Excusez-moi, je dois prendre le casque, c'est ça? Bonjour, merci pour la présentation.
Vous m'entendez? Oui, Ouais. allez-y. Je travaille chez Technoform Glace Insulation. On fait les espaceurs et donc le rebord des doubles vitrages, triple vitrages. Et je me posais la question, quand ça c'est encore un déchet qu'on n'arrive pas à valoriser. C'est-à-dire que dans votre machine, quand vous récupérez les vitrages, j'imagine que vous cassez ça de manière propre et vous écartez ces résidus malheureusement qu'on n'arrive pas encore Oui, à tout à fait, valoriser. vous avez raison. Effectivement, c'est une des difficultés, puisqu'on arrive à récupérer en fait, et d'ailleurs on a un rendement qui est autour de 80%. Et effectivement, tout ce qui est sur le tour, en fait, puisque c'est des multimatériaux, qu'en général oui, c'est très collé. dur. En fait, on peut se poser la question de l'éco-conception et est-ce qu'à terme, il ne faudra pas trouver des moyens On de réfléchit. pouvoir séparer. Voilà. Mais vous avez raison, c'est un sujet. Ouais. Et du coup, la même question pour les verres feuilletés avec PVB, ça, vous en On faites sait quoi? traiter. Ouais. Vous savez faire On sait faire. Ouais, on sait faire. Et tremper, ça change rien, que ce soit Alors la trempé ou trempe ne pas? change absolument rien puisque c'est du monolithique en fait. C'est homogène en termes de produits. La trempe, c'est juste un traitement thermique qui ne change pas la composition du verre. Et en fait, c'est même plus facile à casser puisque Oui. le verre va casser complètement en petits morceaux. Et il sera directement en fait recyclé dans les big bags. Ouais. Et les coatings? Parce qu'il y en a... Aucun problème. Alors le coating, en fait, il faut savoir que les couches qui sont développées par les verriers, notamment pour apporter l'isolation thermique, avec des couches faiblement émissives, sont extrêmement fines. C'est quelques nanomètres. Et en fait, ces quantités ne perturbent pas en fait la composition globale. Et donc on réenfourne sans aucune difficulté les couches qui ont été développées pour l'isolation thermique, ou même pour le contrôle solaire, ou pour d'autres... ouais. Alors par contre, en complément, effectivement, il y a des produits sur lesquels on va devoir diluer leur composition, enfin on va devoir les diluer dans des calcins plus propres. C'est le cas notamment des miroirs, par exemple, ou des vitrages émaillés. Là, on sait réenfourner, mais on va devoir prendre beaucoup d'attention sur la composition et on va devoir le diluer dans du calcin. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, c'est qu'en tant que maître d'ouvrage, dans votre projet d'exemple, est-ce que c'est l'initiative de maître d'ouvrage qui a poussé à cette opération de récupérer les vitres C'est une excellente question. En fait, au départ, c'est Goyer qui a été promoteur de la solution, puisqu'il voulait s'engager justement dans ce type d'opération. Mais aujourd'hui, parmi toutes les discussions qu'on a pu avoir, on a vu que les maîtres d'ouvrage étaient extrêmement intéressés. Et je pense que justement, les maîtres d'ouvrage ont un rôle très important à apporter, puisque ce sont eux qui vont donner l'impulsion pour pouvoir faire cette boucle fermée. Justement, en tant qu'architecte, je suis architecte, quel argument par exemple? Alors, on a vu, en fait, vous savez, dans les maîtres d'ouvrage, certains se sont engagés notamment à la neutralité carbone en 2050, ou même quelquefois avant pour certains. Et le fait de travailler avec des matériaux moins carbonés et d'avoir une action positive sur les cycles de vie des matériaux est quelque chose qui les préoccupe. Et alors, ça reste des initiatives. Ça, donc, à part la conscience pour l'instant, il n'y a pas de subvention ou d'indemnité? On est d'accord. Oui. On est d'accord. Après, à terme, vous savez, la réglementation, vous avez vu, la RE 2020 commence à prendre en compte le IC Construction, donc qui prend en compte en fait les émissions de CO2 des matériaux. Donc si vous voulez, alors effectivement les indicateurs de la RE 2020 IC Construction sont relativement faibles pour démarrer, mais ils vont se durcir au fur et à mesure et on peut se dire qu'à terme, toute la filière va être concernée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, je voudrais savoir en termes de surcoût. Oui. Et alors, il y a en termes de surcoût le réemploi de ces verres. Et pour les verres, pour des bâtiments historiques, qui sont des verres très peu épais, Oui. et qui ont une caractéristique optique qui n'est pas optimisée, est-ce que ça peut être réemployé? Alors, sur les matériaux, alors déjà sur le surcoût. Ouais. Alors déjà, au niveau du démantèlement, ça n'a pas de surcoût. Parce qu'en fait, nous rachetons le calcin au démanteleur, D'accord. ce qui fait que pour lui, c'est normalement une opération... mais il va falloir voir comment la REP va venir s'insérer dans ce circuit-là. Mais aujourd'hui, dans les business models qu'on a avec notamment des industriels, puisqu'on travaille avec différentes sociétés, des ESS qui n'ont pas vocation à faire du bénéfice, mais on travaille aussi avec des industriels, et sur les industriels, le démantèlement ne pose pas de problème.
Voilà. Par contre, au niveau de la dépose, là, effectivement, il y a un soin à apporter. Ça veut dire que on peut dire qu'auparavant, si vous démontiez votre menuiserie et que vous vous contentiez de la jeter du haut du 6e étage, ça ne fonctionne pas. Et effectivement, là, il va y avoir effectivement peut-être un petit surcoût par rapport au temps. Ce qu'on a pu noter sur les chantiers, c'est que le fait qu'on ne casse pas le verre sur le chantier était même apprécié par les entreprises qui s'occupent du chantier, D'accord. parce que finalement, même en termes de sécurité et de propreté et de confort, en fait, ben finalement, les gens avaient, avaient intégré cette notion d'intégrité des vitrages plutôt bien. Il y avait plutôt une bonne acceptation, voilà, sur les chantiers. En fait, vous intervenez dès les phases amont. Ah oui, C'est-à-dire qu'on Ouais. vous contacte en tout début de phasage, Ouais. même pendant les faisabilités en fin de compte. ah, c'est pas mal, parce que même, enfin, je dirais avant les appels d'offres, parce qu'on peut vous aider notamment au niveau de la rédaction. Je ne sais pas si vous êtes architecte, Je suis maître d'œuvre. maître d'œuvre. Ouais. D'accord. Oui, maître d'œuvre études, effectivement. Ouais, donc dans la rédaction en fait des Dans documents les cahiers d'appel des d'offres, charges. D'accord, ouais, c'est là que ça se joue en fait. ok. Parce qu'effectivement, si vous mettez les bonnes clauses avec les bonnes demandes, ben, vous allez vous assurer que les choses seront bien faites. Si effectivement rien n'est précisé, ben, les gens vont le chiffrer à minima. Et souvent même, je dirais qu'il y a même plutôt de la réticence parce que les gens ne connaissent pas, ils ne l'ont jamais fait. Dans les entreprises, disons, classiques, notamment dans le curage, Oui, tout à fait. certains n'ont pas la compétence. Et du coup, ils vont peut-être même surcoter parce qu'ils ont la crainte de ne pas y arriver, en fait. Voilà. Mais en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. L'expérience nous a montré que moyennant quelques précautions, on pouvait faire des choses relativement simples et qui fonctionnent. D'accord. Et on vous contacte pour savoir si vraiment on peut réemployer n'importe quel type de vitrage. Alors, nous, typiquement, dans nos flottes, on met du verre sodocalcique. Donc, ça a une composition spécifique. Dans les vitrages anciens, comme vous en parlez, Par exemple, oui. je ne voudrais pas m'engager, mais je pense que ça devrait fonctionner. Je ne vois pas de raison pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Justement, par rapport au surcoût, je voulais savoir si le fait de réintroduire ce verre-là amenait à un surcoût du verre ensuite que vous vendez. Attendez, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que le fait de réintégrer du verre dans votre production Oui. amène un surcoût, vous, après, à la vente de ce verre-là ou pas du tout? Alors, le surcoût pour nous, c'est tout l'effort qui est fait pour organiser la filière, pour faire les actions de montée en compétences, notamment au niveau des démanteleurs. Voilà, c'est surtout ça le surcoût. Après, en termes de fabrication, Ça change rien. Ça change rien. Comme je le mettais dans ma présentation, la qualité du produit vendu est la même. D'accord. Et dans les faits, est-ce que Saint-Gobain peut absorber l'ensemble des bâtiments qui sont démantelés? Oui. En fait, bien sûr, il y a la REP, mais si tout le monde se met à démanteler des bâtiments et à déposer Alors, du je vitrage, peux vous répondre oui, effectivement, on pourrait fabriquer, on a même fait des tests, on a fait des expérimentations récemment dans des fours en Europe. On est monté à 70% de calcin. Aujourd'hui, le pourcentage de calcin dans nos fours flottes, il est autour de 35-40. On a fait des expérimentations, on est monté à 70. D'accord. Et on pense qu'on peut monter à 100%. On pourrait monter à 100%. Si vous montez à 100%, je vous disais qu'on produit à peu près pour le bâtiment 400 000 tonnes par an. Ben, vous voyez 200 000 tonnes. On pourrait. Alors, on est très ambitieux sur le calcin parce que c'est un sujet majeur pour nous, pour la décarbonation de l'industrie du verre. On aimerait pouvoir récupérer les 200 000 tonnes. Je ne vous cache pas que si on pouvait les récupérer, on les récupérerait. Et on pourrait le faire. Après, est-ce qu'on y arrivera? Il y aura toujours de la perte, hein, c'est clair. ok. Et pour finir, en tant que cabinet d'architecture et maîtrise œuvre prescripteur, justement, comment on doit orienter nos pièces écrites, nos CTP, afin de pouvoir faire répondre des entreprises qui Ouais. sont, par exemple, qualifiées Saint-Gobain pour le démantèlement ou les entreprises qui connaissent la bonne procédure, le bon. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a préécrit en fait, des clauses en fait, pour les CCTP pour que justement en fait, les conditions soient réunies pour rendre possible la boucle fermée. Ouais. Ça, on pourra vous aider si nécessaire. Oui, je crois qu'il y a... Dernière. Merci, bonjour.
Moi, je représente une entreprise, notamment qui fait de la rénovation, surtout, mais qui fait du curage régulièrement. Est-ce que vous avez une liste, justement, de démanteleurs avec lesquels, qui respecteraient votre cahier des charges et avec lesquels on pourrait travailler? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et comment on y accède? Je vous en prie. Comment on y accède, je veux dire? Alors, le mieux, c'est de prendre contact avec nous. Et effectivement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un réseau qui regroupe à peu près une quinzaine d'entreprises. On a prévu de monter à une vingtaine, on va dépasser la vingtaine d'ici la fin de l'année. Et en fonction de la localisation, puisque le calça n'a pas une valeur très importante, il voyage peu. Et du coup, il faut vraiment adapter en fonction de la localisation de vos projets. Et je vous propose en fait de prendre contact et on vous... ouais, avec plaisir. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Merci.